Aujourd'hui, il ne fait pas spécialement beau. Comme vous pouvez le constater, le beau temps n'est pas au rendez-vous. Par contre, ça ne m'empêche pas d'aller ou faire des vidéos. Je profitais aujourd'hui pour aller voir Sabri. Sabri que j'ai l'occasion de croiser à la Foire de Paris. Il était dans le hall bien-être, santé, médecine douce. Et il vendait sur un stand, de la spiruline. Sabri est naturopathe, prof de yoga, masseur et bien d'autres encore. Je vais lui poser pas mal de questions et entre autres les 3 piliers de la naturopathie. Suivez-moi. Bonjour Sabri, je suis devant Sabri. J'ai oublié du matériel. J'aurais dû avoir un micro double, je l'ai oublié. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Bonjour Sabri. Bonjour Grégoire, enchanté et bienvenue dans le cabinet. Merci. Alors, c'est où exactement ton cabinet? Alors, elle est située à Argenteuil, donc au 4 rue Paul Vaillant-Couturier, dans le Val d'Oise. Donc, c'est à 13 minutes de Paris, métro ligne 13, depuis Saint-Lazare. C'est facile de venir ici. D'accès, oui, ça va. C'est vrai que c'est pas très compliqué. Il y a des trains directs en plus de Saint-Lazare et on est à 2 minutes à pied de la gare. Donc, en soi, ça va. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques temps au salon. La Foire de Paris. C'était la Foire de Paris, effectivement. Le stand de. C'était le stand d'Acal Food de la spiruline. Voilà, on vendait de la spiruline. Voilà, justement, je disais à mon lancement que tu vendais de la spiruline. Ouais, alors pour le coup. Que tu vends de la spiruline. Tu es naturopathe? Voilà, je suis praticien naturopathe, je suis professeur de yoga et je suis également masseur. C'est quoi exactement un naturopathe? Alors la naturopathie, donc bon, il y a des... Si on veut faire vraiment simple, pour résumer, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la naturopathie, c'est comment rester en bonne santé par des méthodes naturelles. Donc c'est vraiment adapter une hygiène de vie qui répond aux besoins de notre corps et de notre physiologie. Donc c'est vraiment revenir à l'écoute de son corps et apporter des choses qu'on trouve dans la nature qui vont venir répondre à nos besoins. Donc c'est pour ça qu'il y a nature dans naturopathie. Voilà, exact. Donc en anglais, c'est le chemin de la nature. Nature et path, c'est le chemin. Donc c'est vraiment... Donc en gros, c'est la médecine de la nature. Exact, voilà. Parce que la médecine allopathique, c'est la médecine de la maladie. Ah voilà, on va dire il y a deux visions qui sont pas opposées, mais c'est-à-dire qu'en allopathie, c'est vrai qu'on va beaucoup étudier la maladie. Et c'est clair que ils ont des connaissances énormes dans le domaine. En naturopathie, nous, à l'inverse, on va avoir une vision qui est un peu différente. On va justement se focaliser sur la santé. Donc quelqu'un qui est en bonne santé, on va venir analyser, voir quels sont ses rythmes, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il se repose, quelle activité physique il pratique. Donc voilà, on va vraiment essayer de décrypter un petit peu tout ça pour répondre aux besoins de chacun. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette profession de la naturopathie? Et pourquoi tu n'as pas été vers la médecine tout court Alors, depuis tout jeune, j'ai toujours été attiré par les médecines naturelles. Déjà, ne serait-ce que la nature en elle-même, voilà, j'ai toujours été fasciné par la nature, j'ai toujours aimé ce contact à la nature. Et les médecines naturelles, je trouvais que c'était un bon compromis. C'était des gens qui étaient à l'écoute de leur corps, des gens qui écoutaient la nature. Donc tout jeune, je me suis vraiment orienté vers ce domaine-là. Donc c'était ma passion, je passais du temps, je faisais des recherches, plus clair de mon temps, je faisais des petites recherches là-dessus. Et c'est vrai que je ne connaissais pas la naturopathie à ce moment-là. Et j'ai fait ce qu'on appelle une reconversion professionnelle. Donc après des études en architecture et urbanisme, je me suis dit, j'aimais bien ce domaine-là, mais c'était pas quelque chose qui m'aspirait sur le long terme. T'étais pas dans ta voie. Voilà, exact. J'aime toujours l'architecture, mais c'était pas quelque chose je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études et puis j'ai fait des recherches. Donc voilà, sur quelque chose qui m'intéressait, donc la médecine douce. Et je suis tombé sur la naturopathie. Du coup, en lisant un peu ce qu'était la naturopathie, ça a tout de suite résonné en moi. Et puis je me suis dit, ok, je me lance. Quel regard que tes parents ont eu quand tu leur as dit que tu arrêtes tout et que tu te lances dans la naturopathie? Déjà, il fallait expliquer qu'est-ce que la naturopathie, parce que c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu bizarre. Mais effectivement, quand on voit ce qu'est la naturopathie et les enjeux aujourd'hui auxquels on est confronté, non, ça a été bien accepté. Et puis après, voilà, quand on voit que la personne est vraiment motivée pour entreprendre ce genre de parcours, je veux dire, au contraire, vaut mieux faire quelque chose qu'on aime plutôt que de travailler dans quelque chose qui ne nous plaît pas vraiment. Donc c'est l'intérêt. Est-ce qu'il y a plusieurs tendances en naturopathie, non? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la naturopathie en France n'est pas reconnue par l'État.
Ah ouais. Ouais. Ce qui fait que donc donc aujourd'hui, moi, par exemple, c'est une certification que j'ai d'une école privée que j'ai faite sur Paris. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des écoles qui s'organisent en fédération pour garantir un certain niveau de connaissances et de formation. Mais comme en France, ce n'est pas un diplôme d'État, il y a naturopathie et naturopathie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut faire une formation en un week-end pour devenir naturopathe, enfin devenir entre guillemets. Oui, 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 oui. Mais effectivement, on peut voilà, en un week-end avoir un certificat comme quoi on a été formé en naturopathie. Heureusement, c'est pas ce que j'ai fait. Donc l'école que j'ai faite, c'est une formation qui sur plus de 1800 heures, avec plus de 300 heures également en stage. C'est une formation voilà, qui dure plusieurs années et qui garantit quand même un bagage quand même minimal pour pouvoir exercer en toute tranquillité. Alors, quels sont tes patients? On dit patients ou Alors, clients? voilà, patient, c'est plutôt réservé au monde médical et paramédical. D'accord. On dit client, ce qui peut D'accord. paraître un peu péjoratif, mais bon, ça reste quand même cette relation-là. Quels sont Qui vient me voir, qui vient te pourquoi? voir, D'accord. Alors, il y a de tout. C'est-à-dire que ce soit une personne qui souhaite justement retravailler son hygiène de vie. Donc voilà, quelqu'un qui a envie d'avoir des bons réflexes alimentaires, un bon rythme de vie, s'orienter vers des exercices physiques qui lui sont adaptés par exemple et apprendre à gérer le stress notamment. Donc ça peut être voilà, des conseils en matière d'hygiène de vie. Ça peut être aussi des accompagnements de personnes qui ont des maladies chroniques par exemple, donc qui sont suivies médicalement mais qui souhaitent justement adapter une hygiène de vie qui va justement améliorer leurs conditions. Donc voilà, on peut parler par exemple de maladies inflammatoires, de maladies auto-immunes aussi. Donc voilà, il y a pas mal de pathologies qu'on peut accompagner en naturopathie, bien sûr, avec la complicité du médecin traitant. Et effectivement, après, ça peut être aussi de la relation d'aide, des personnes qui souhaitent justement, voilà, tout simplement avoir un accompagnement sur le plan émotionnel, par exemple, ou des soins, cette fois-ci, qui peuvent être aussi des soins un peu plus axé sur le corps énergétique. Il faut savoir qu'en naturopathie, on ne l'a pas précisé, mais on a une vision holistique du corps humain. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'être humain n'est pas qu'un simple corps physique, mais c'est l'interdépendance de différents corps, donc un corps physique, un corps énergétique et un corps spirituel. Donc voilà, et l'harmonie dans ces corps-là conditionne la santé de chacun. Du coup, ça peut être voilà, des soins qui vont être axés sur, par exemple, le corps énergétique, où là, on va retravailler en utilisant des outils qu'on peut trouver en médecine traditionnelle chinoise et médecine ayurvédique notamment. Justement, c'est bien que tu parles de la médecine chinoise, parce que j'ai l'impression que la naturopathie s'approche un peu de la médecine chinoise et puis la médecine ayurvédique. Bien sûr, c'est pas qu'elle s'approche, c'est qu'elle s'en inspire. C'est-à-dire que la naturopathie de base, c'est une synthèse des médecines traditionnelles. Donc le père de la naturopathie française, c'est Pierre-Valentin Marchesseau. Donc ce qu'a fait Pierre-Valentin Marchesseau, c'est vraiment aller chercher, de par son expérience et ses découvertes, donc dans les médecines traditionnelles, tout ce qui pouvait voilà, accompagner l'homme de façon holistique, et il en a fait une synthèse qu'il a définie dans la naturopathie. Donc du coup, c'est vraiment clairement, on est inspiré, donc il n'y a pas de... Voilà, on tire nos racines dans la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique, et puis même les connaissances qu'on a en Occident aussi, puisqu'il y a des médecines traditionnelles quand même qui sont en Occident, et également du côté des États-Unis, ou des peuples aussi amérindiens aussi. On entend souvent parler de l'inflammation. C'est quoi exactement l'inflammation? Alors, une inflammation, c'est une réaction du corps. Donc, c'est voilà, à partir du moment où, par exemple, on a une infection, une blessure ou quoi que ce soit, c'est une réaction immunitaire qui se fait immédiatement. Donc, le cerveau est informé et puis l'immunité va réagir. Ce qui fait que finalement, on va avoir des signes qui vont nous apparaître. Donc, la rougeur, la chaleur, la douleur, tout ça, ça va signifier une inflammation. En naturo, on va parler beaucoup en termes d'inflammation, notamment sur les pathologies inflammatoires et auto-immunes. Donc ça, c'est vraiment une pathologie auto-immune, c'est vraiment l'immunité qui est en train de lutter contre nous-mêmes. Donc c'est une inflammation quand même qui est assez grave. Et effectivement, on se rend compte que c'est très lié à justement l'alimentation et notamment à la sphère digestive. Du coup, en naturopathie, on accorde beaucoup d'importance au système digestif et notamment à notre flore. Et on sait qu'une mauvaise alimentation et aussi un état d'esprit qui n'est pas adapté, quelqu'un qui est très stressé parce que notre système digestif est notre deuxième cerveau, va impacter en fait notre flore digestive. Du coup, quand on subit voilà, beaucoup de stress dans notre hygiène de vie, plus on a une alimentation qui est dénaturée, donc on n'apporte pas au corps ce qu'il faut, on va créer justement des réactions immunitaires. On parle d'hyperleucocytose digestive notamment au niveau de la sphère digestive. Et ce qui fait qu'en fait ça crée donc momentanément une réaction immunitaire. Cette réaction immunitaire va aussi
potentiellement créer des micro-porosités au niveau de la flore digestive, ce qui fait qu'à travers cette barrière-là, finalement, il y a des protéines et des éléments qui n'ont rien à faire dans la circulation sanguine qui vont s'y retrouver. Et ensuite, sur le long terme, parce que ça prend pas, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est sur des décennies et des années de mauvaise hygiène de vie, finalement, on va se retrouver sur des pathologies comme ça qui sont justement auto-immunes et inflammatoires. Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui viennent te voir, qui te disent oui, qu'ils ont une maladie héréditaire, par exemple? Parce que moi j'ai du mal à comprendre ces histoires de maladies héréditaires. Alors, il y a effectivement une part de prédisposition génétique. Donc, c'est possible d'avoir une maladie héréditaire. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des cas où des enfants naissent et qui sont limite diabétiques. Donc, c'est quelque chose qui se transmet. Mais après, effectivement, il y a une part d'hérédité. Et puis, il y a une part aussi, derrière, on peut, dans tous les cas, toujours veiller, on peut toujours faire en sorte d'améliorer les conditions. Donc, on ne parle pas forcément de guérison. Mais quelqu'un qui a une maladie quelconque peut toujours, adapter son hygiène de vie pour améliorer ses conditions. Donc il y a toujours quand même du positif, peu importe la situation. Et effectivement, il y a ces cas de maladies génétiques en fait. Donc ça arrive effectivement que quelqu'un, des parents qui ne sont pas forcément en très bonne santé ou qui ont une maladie qui s'est développée génétiquement et qui transmettent ça à leurs enfants, oui, ça arrive effectivement. Et aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'on a comme perturbateurs et comme polluants, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un client qui a carrément laissé tomber la médecine allopathique, qui vient vers toi pour dire qu'il stoppe la médecine allopathique parce que lui, il n'a pas trouvé... ce qu'il cherchait. Effectivement, ça arrive. Alors, il faut savoir que dans l'idéal, en naturopathie, on est dans la prévention. Donc, si on veut bien faire les choses, généralement, on va voir un naturopathe quand tout va bien, en fait. Et qu'on veut rester en bonne santé, qu'on souhaite préserver sa vitalité. Mais il arrive effectivement aujourd'hui que les gens s'orientent vers la naturopathie ou les médecines douces après avoir été un peu déçus par la médecine allopathique. Donc, ce qui fait qu'il peut arriver de temps à autre, oui, que des personnes me disent « moi, je ne prends plus de médicaments, etc. » Par contre, on ne va pas les encourager à faire ça parce que ça peut parfois être dangereux pour leur santé. Mais du coup, on les conseille plutôt d'en parler avec leur médecin. Et si effectivement il y a une hygiène de vie qui est adaptée derrière, pourquoi pas réduire un petit peu les traitements. Mais effectivement, c'est pas quelque chose on va pas encourager les gens dans ce sens-là. Mais si une personne vient, bien évidemment, on essaye de l'accompagner au mieux. Quand je parle de médecine allopathique, c'est la médecine normale. Voilà, c'est la médecine moderne. Normale, entre parenthèses. Exact. Est-ce qu'on entend souvent parler, quand tu as parlé d'hygiène de vie, oui. Quand on entend souvent parler, on dit souvent je peux manger de tout et n'importe quoi, mais à petite quantité. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Alors, en naturopathie, il faut savoir qu'on accorde beaucoup d'intérêt à la notion d'équilibre. D'accord? Donc, rien n'est poison, tout est poison, seule la dose compte. D'accord? Donc, effectivement, de temps à autre, quelques écarts ne vont pas être nuisibles. Mais de manière générale, lorsque ces écarts-là deviennent constants et de manière quotidienne, on va avoir vraiment des écarts et on va abuser, là, ça pose problème. Donc l'intérêt, c'est vraiment, d'une manière générale, d'adapter une alimentation qui va vraiment nous convenir, donc apporter à notre corps du vivant, apporter à notre corps des vitamines, des minéraux, des protéines qui vont vraiment venir l'aider pour se maintenir en bonne santé. Et derrière, effectivement, la notion de plaisir est importante. Donc, si on est attiré par quelque chose qui n'est pas forcément très très bonne pour notre santé, tant qu'on n'en abuse pas, de temps à autre, c'est très très bien aussi. On peut se faire plaisir. Vaut mieux manger d'une chose qui n'est pas forcément très bonne, mais qu'on prend plaisir à le faire une fois de temps à autre, plutôt que de se frustrer et de ne pas prendre plaisir finalement à manger quelque chose qui est bon pour nous. Donc la notion elle est un peu subtile, mais effectivement, l'important c'est vraiment l'état d'équilibre. Donc c'est de ne pas abuser de... Et je suppose que l'alimentation saine, je dirais, ouais. la plus brute possible. Exact. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on va prôner une alimentation qui est la plus naturelle possible. Donc moins dénaturée. Donc effectivement, on n'est pas très amis avec l'alimentation qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire. Les produits raffinés de manière générale vont plus avoir tendance à être nuisibles pour notre corps qu'être bénéfiques. Du coup, on s'orientera plus et on conseillera plus justement des aliments qui sont crus, vivants, bio de préférence, parce qu'effectivement aujourd'hui malheureusement avec les pollutions, donc on se retrouve avec des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds qui vont plus nous surcharger qu'autre chose.
Et l'intérêt, c'est vraiment de se rapprocher de l'aliment tel qu'il est dans la nature. Bien sûr, on n'est pas contre les aliments qui sont cuits, mais bien sûr, il y a différentes façons de cuire des aliments. Donc plus c'est sain et plus c'est proche de la nature, mieux c'est. Est-ce que, en général, tes clients, les clients qui viennent te voir, est-ce qu'ils ont, à ton avis, abusé d'une alimentation encrassante? Bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a tous besoin de passer par des cures de détox parce que clairement, notre hygiène de vie dans les grandes villes, de manière générale, et dans les pays occidentalisés, bah oui, l'alimentation, elle est vraiment dénaturée. Il suffit de voir un peu, juste d'allumer quelques minutes sa télé, de regarder les publicités et de voir les produits qui sont, entre guillemets, vendus. Et on se rend compte clairement, oui, que c'est pas du tout... quand on regarde un pot de pâte à tartiner avec... plus de 50% d'huile raffinée, avec énormément de sucre, avec des conservateurs, des additifs alimentaires, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans son jardin bio. Donc j'ai même entendu dire qu'il y avait une publicité qu'ils ont fait une publicité pour vendre justement des pâtes à tartiner à un coût... Oui, et c'est là où on voit qu'il y a un problème dans notre société, c'est que tout le monde connaît la marque sans vraiment la citer, mais quand on fait 70% de réduction sur ces pots-là, les gens viennent à se battre. Et c'est là, on se dit quand même, là on est dans un monde qui est quand même assez bizarre, c'est-à-dire que les gens se comportent comme si leur vie en dépendait pour quelque chose qui ne leur apporte rien. Et qui est nuisible, j'ai envie de dire. Quelque chose qui va nuire à leur santé, effectivement. Et là, on voit quand même l'impact du sucre sur le cerveau, quand même. À ton avis, pour un naturopathe, est-ce qu'il y a une alimentation idéale? Oui, mais c'est vraiment individualisé à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des généralités. Aujourd'hui, quelque chose qui sera bon pour toi, Grégoire, ne sera pas forcément bon pour moi ou pour quelqu'un qui vit dans un autre pays, dans un autre climat. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'individualiser. Mais il y a quand même des bases communes. Donc de manière générale, plus on reste dans le naturel, et mieux c'est. Secondo, on a quand même tous des besoins, que ce soit en énergie, donc en sucre, en vitamines, en minéraux, en protéines, en lipides. Donc s'orienter vers des bons acides gras qui ne sont pas dénaturés, des bons sucres aussi naturels, donc pas des sucres raffinés également, les bonnes céréales aussi, pas des céréales raffinées encore une fois, je répète raffinées, mais effectivement, malheureusement c'est ce qu'on trouve, dans nos commerces. Et de bien s'alimenter, avoir aussi l'alimentation, c'est très bien, mais derrière il y a aussi faut savoir qu'on est des êtres, on est des bipèdes, on est fait quand même pour marcher, pour avoir une activité physique, et la sédentarité, ça ne va pas nous aider également. Donc adapter une activité physique qui est individualisée également, et derrière aussi avoir la bonne proportion entre activité et repos, parce que notre corps a besoin aussi de repos. Donc il y a certaines grandes règles qui sont valables pour tous, mais encore une fois, en termes d'alimentation, il faut vraiment individualiser, parce qu'en fonction de notre hygiène de vie, en fonction de notre travail, du stress auquel on est soumis, nos besoins sont différents. Et le client qui vient te voir, c'est une discussion que vous avez? On a ce qu'on appelle une anamnèse, donc c'est un échange, donc ce qui permet au naturopathe en fait vraiment de cerner un petit peu l'hygiène de vie de la personne. Donc c'est les conditions auxquelles elle est soumise, son milieu de travail, etc. On pose vraiment tout un tas de questions, et puis en plus on va analyser son mode d'alimentation. D'accord. Donc et là on va... Ça dure combien de temps cette discussion? Une consultation en naturopathie, elle dure en moyenne 1h30. Donc le but c'est complètement différent de chez le médecin. Non, c'est... Parce que l'expérience que j'ai de chez le médecin, c'est qu'on vient, on reste même pas 10 minutes. Ouais, c'est vrai que c'est... Et on ressort avec des médicaments. Exact. Ouais. Alors donc, tu fais une analyse. Exact. Donc une anamnèse. Donc le but, c'est vraiment de cerner un petit peu l'hygiène de vie de la personne, de comprendre ce à quoi son corps est confronté. Et puis derrière, on a ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Donc en naturopathie, on a nos petits outils, nos petites clés pour estimer la vitalité de chacun. Et puis on aboutit à la fin de ce bilan de vitalité à ce qu'on appelle un programme d'hygiène vitale. Donc l'intérêt là, c'est des petites négociations entre le naturopathe et le client pour voir en fait ce qu'on peut mettre en place dans le but de répondre au motif de la consultation. Donc peu importe le motif, le but c'est vraiment à la fin d'établir un programme sur une hygiène de vie qui est adaptée, comprenant alimentation, exercice physique, psychorelaxation, et puis des techniques annexes qui peuvent répondre, que ce soit le massage, que ce soit l'exercice physique adapté tel que le yoga par exemple, l'usage des huiles essentielles, des compléments alimentaires d'origine naturelle, et pourquoi pas des plantes aussi. Et le client, lui, il n'est pas complètement perdu par rapport à son expérience de... Effectivement, si c'est une première, oui. Si c'est une première, il
prend... Bah, en fait, généralement, on a beaucoup de personnes qui se disent « Ah oui, c'est vrai, je pensais bien faire, mais mine de rien, je me rends compte quand même qu'il y a pas mal de boulot. » Mais généralement, voilà, les gens sont vraiment motivés et font en sorte voilà, de changer leur alimentation. Et surtout, c'est les résultats et les bienfaits qu'on ressent qui vont justement motiver en ce sens. Donc, Et quel est ton regard par rapport au bio? Toutes les grandes marques exact. se mettent à faire du bio. Ouais. On voit du bio en grande quantité. C'est quoi ton regard par Ouais. rapport à ça? Bah, malheureusement, il y a le côté obscur du bio maintenant, c'est-à-dire que c'est devenu très marketing. Il y a beaucoup d'argent derrière maintenant. Les gens, les industriels se sont rendus compte que finalement, il y avait une manne financière, donc du coup, ils se sont tous mis à la mode du bio. Et il y a bio et bio aujourd'hui. Bien sûr, pour moi, à la base, en fait, aujourd'hui, en fait, il devrait avoir du bio partout. C'est-à-dire, on ne devrait même pas parler de pesticides, voilà, d'engrais chimiques, etc. Mais effectivement, le bio en soi, c'est l'idéal dans un sens. C'est-à-dire que voilà, on va vraiment éviter d'avoir des pesticides qui n'ont pas lieu d'être et qui vont justement nous apporter des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, des choses qui vont vraiment nous intoxiquer. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'autre côté du bio qui est juste axé sur la manne financière, où on va avoir des fruits et des légumes qui ne sont pas matures, qui viennent de très très loin. Donc il y a le facteur aussi environnemental et pollution aussi qui rentre en jeu. On a le côté aussi maturité, donc ne serait-ce qu'on prend l'exemple des bananes qui sont cueillies vraiment extrêmement jeunes, et du coup finalement à comparer une banane bio avec une banane non bio, vaut mieux aller vers une banane non bio si on souhaite avoir un maximum de vitamines et de minéraux. Donc du coup voilà, c'est assez paradoxal. Maintenant, on peut quand même trouver du bio de qualité si on reste sur des produits locaux par exemple, ou même le simple fait d'avoir un petit lopin de terre et puis nous-mêmes cultiver. Mais en soi, le bio, ça reste meilleur pour notre organisme. Mais encore une fois, il y a l'autre côté cette fois-ci, où il y a le côté bio du business qui finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément très bon pour notre santé. D'accord. Donc il y a bio et bio. Et puis aussi, en période d'hiver, ne pas acheter de tomates parce que c'est... Voilà, exact. On a le bio du business, c'est aussi le bio sans saison en fait. C'est qu'on trouve de tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et voilà, c'est vrai que c'est même plus adapté à notre corps parce que la nature est bien faite. Et effectivement, à chaque saison viennent des fruits et des légumes qui vont répondre aux besoins de notre corps. Donc si on est en décalage avec les saisons, c'est normal aussi que derrière on n'est pas très en forme. Donc, Pour être bien dans son corps et dans sa tête, que faut-il faire? Alors pour être bien dans son corps et dans sa tête, donc déjà, le corps et la tête ne font qu'un, d'accord? Mais s'il faut répondre en deux parties à cette question-là, déjà pour être bien dans son corps, déjà c'est apporter à son corps tout ce qu'il lui faut pour préserver sa vitalité. Donc là, c'est adapter une alimentation qui est vraiment la plus saine possible. Donc là, c'est vraiment des réflexes et une hygiène de vie de base. Donc vraiment, ne pas aller vers des aliments qui vont être acidifiants pour le corps, par exemple, ou trop dénaturés, qui vont surcharger nos émonctoires. Donc c'est nos organes qui sont chargés d'éliminer nos déchets. Excuse-moi, mais Oui. tu as parlé d'alimentation acidifiante. Oui. C'est quoi exactement? Parce que des fois, quand je dis à un interlocuteur qu'il a une alimentation acidifiante, il a du mal à comprendre. D'accord. Toi qui es naturopathe, comment tu peux expliquer cela? D'accord. Alors il faut savoir que dans notre corps, dans son intelligence, il a un équilibre en termes d'acido-basique, d'accord? Donc d'acide et de base. Donc il cherche un état d'équilibre. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent déséquilibrer, d'accord, cet équilibre. Et du coup, donc on a le premier facteur d'acidification. Donc on parle beaucoup d'alimentation, mais le premier facteur, c'est le stress. Le stress. D'accord, donc quelqu'un qui est soumis au stress aujourd'hui, déjà, je te mets au défi de trouver un Français qui n'est pas soumis au stress. D'accord, donc déjà on a beaucoup. Exact. Du coup, le stress va acidifier notre corps comme c'est pas permis. Donc il y aura une production de radicaux libres par exemple qui eux vont acidifier nos tissus, accélérer le vieillissement cellulaire, et le corps dans son intelligence, il va justement pour préserver les organes nobles qui nous sont vitaux, il va aller puiser des minéraux dans les organes qui sont les moins nobles entre guillemets, ceux avec lesquels on va pas risquer de mourir. Donc les organes qui vont entre guillemets les premiers en pâtir, ça va être par exemple les parties du corps, ça va être les ongles, les dents, les cheveux. Donc quelqu'un qui est acidifié, c'est quelqu'un qui va par exemple avoir des cheveux qui vont s'affiner et qui vont tomber. Il va avoir des ongles qui vont devenir striés, mous, qui vont se dédoubler également. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir tendance aussi à être encore plus perméable. C'est ce qui est fait le cercle vicieux, c'est quelqu'un qui est soumis au stress va s'acidifier et c'est un cercle vicieux qui va encore plus
nous carencer et finalement le système nerveux va être carencé, va encore plus stresser. Et du coup, ça va se ressentir comme ça. Et il y a généralement, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est par notre alimentation, on va également apporter des minéraux qui vont venir alcaliniser un petit peu notre terrain. Sauf qu'aujourd'hui, quand on consomme des aliments qui sont raffinés, des excès de sucre, des huiles qui sont également dénaturées, tout ça, ça va ajouter de l'acidification. On parle aussi du tabac, par exemple, qui est extrêmement acidifiant, mais l'alcool aussi, les sodas, tout ça, c'est des aliments qui vont venir acidifier notre corps, qui vont l'agresser plus qu'ils ne vont l'aider. Donc du coup, au lieu de venir rééquilibrer en plus de ça par notre alimentation, si on a une alimentation qui est désadaptée, on va encore plus aggraver l'acidification. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait qu'on s'acidifie. Et la deuxième question, c'était pour être bien dans sa tête, c'est ça? C'est ça. Alors pour être bien dans sa tête, première chose, c'est déjà trouver l'équilibre entre activité et repos. Quelqu'un qui est constamment dans une activité, il ne peut pas se reposer et forcément la tête, elle ne va pas bien. Donc déjà, vraiment trouver cet état d'équilibre. Quand on travaille beaucoup, derrière, il faut se dire, voilà, j'ai un moment pour moi où je peux me reposer et laisser mon corps se réparer tranquillement. Et aujourd'hui, malheureusement, on est tellement stimulé de partout que finalement, on a du mal à se reposer. Et les troubles du sommeil, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Du coup, voilà, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui quand il rentre chez soi, malgré qu'il a fini le boulot, il pense encore au boulot, tout ça, c'est du stress encore plus. Et tout ça, c'est pas du repos. Et tout ça, ça vient déséquilibrer le bien-être de la tête. Donc du coup, voilà, des astuces, des clés qui peuvent justement faciliter cet équilibre et revenir à un état de bien-être au niveau de la tête, c'est des activités par exemple qui vont être relaxantes. Et là, ça peut être le simple fait de respirer en conscience, ça apporte un état d'équilibre, ça apporte du bien-être, ça apporte de la relaxation. Des activités comme le yoga, des activités comme également le tai chi, le qigong, tout ça, ça permet en fait au corps de se reconnecter, enfin à la tête de se reconnecter au corps. Donc le but c'est de créer ce lien là parce que on n'est qu'un, il n'y a pas une tête et un corps, tout ça, ça fait qu'un. Et l'intérêt c'est vraiment de revenir à l'écoute de son corps. Quand on travaille dans des activités comme ça qui sont relaxantes, on se remet en tête le schéma corporel et puis on va venir aussi comprendre voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans le corps. Et là on va pouvoir aussi vraiment trouver des solutions qui sont adaptées. Donc même le massage par exemple c'est excellent aussi, un bain relaxant, ce qui ne coûte 3 fois rien, mais voilà, une fois par semaine, s'offrir un moment rien que pour soi où on oublie un petit peu tout ce qui est parasitage et juste on se consacre à son bien-être. Et est-ce qu'il y a des parents qui viennent avec leurs enfants ou Oui. parce qu'un enfant ne peut pas venir Ouais. tout seul pour Effectivement, bien sûr oui ça arrive. Donc il y a des parents qui viennent avec leurs enfants pour... et à partir de quel âge on peut venir te voir dans ton cabinet? Il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire que ça peut être un nourrisson un nourrisson oui, qui est en transition entre le lait maternel et l'alimentation. Par exemple, voilà, la mère souhaite avoir une alimentation qui va être plus adaptée à son enfant, mais également la mère qui allaite, par exemple, qui souhaite elle-même avoir une bonne alimentation pour donner le meilleur dans son lait pour le bébé. C'est également ça. Donc on peut travailler aussi avec la mère parce que c'est elle qui transmet tout ça à son nourrisson. Et puis après, les enfants, les jeunes enfants qui ont 3, 4 ans, 5 ans, également, qui souhaitent, voilà, des parents qui ont des enfants par exemple qui sont un peu trop stressés ou hyperactifs ou qui souhaitent justement trouver un équilibre pour que l'enfant redevienne un petit peu plus calme, qui ait un peu plus de concentration par exemple à l'école. Et puis voilà, à travers l'alimentation, à travers quelques soins également, quelques exercices, on peut voilà, accompagner les enfants vers cet état de bien-être. Et j'ai entendu dire que l'iridologie Oui. faisait aussi partie de la naturopathie. Exact. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? Voilà. L'iridologie. Alors l'irido, c'est un des outils en fait qu'on va utiliser en naturopathie. Est-ce que tu pratiques Exact. l'iridologie? Oui, je pratique exactement. En fait, c'est l'étude de l'œil en fait. Donc c'est une discipline qui est née en Allemagne et c'est comme pour la réflexologie un petit peu chinoise. Donc on part du principe qu'on a tout le corps humain dans l'œil. Et c'est pas une science exacte, mais il s'avère que dans la pratique quand même on vise, voilà, on est quand même plutôt bien et généralement les gens ça leur fait écho et ils se disent ouais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Mais effectivement voilà, on va avoir des marqueurs, donc en fait on a tout l'historique de la personne dans l'œil. Donc en fait tout ce qui nous arrive est marqué dans l'œil et ça reste à vie.
Donc du coup, on peut pas mentir, on peut pas dire voilà, j'ai pas, je stresse pas ou quoi que ce soit. Tout ça, ça se voit dans les yeux. Et effectivement, à partir du moment où on a tout le corps humain dans l'œil, donc nous, en tant que naturo, on va venir analyser, donc à l'aide d'une loupe ou d'un appareil adapté, on va analyser un peu l'œil. Donc on va regarder, il y a des petites clés. On peut voir par exemple, on va analyser la pupille, on va analyser la couleur de l'œil, donc la constitution aérienne. On va estimer également la trame qui nous donne donc la qualité de la fibre de l'œil, qui peut nous donner un aperçu de la vitalité de la personne. Et puis on a des signes qu'on va observer dans l'œil, donc on a ce qu'on appelle des ogives, des petites ouvertures qui donnent des yeux magnifiques à voir effectivement, mais qui peuvent parfois, en irido notamment, donner des petits, j'ai envie de dire, des petites subtilités dans tel ou tel organe pour spécifier peut-être une petite faiblesse ou une tendance ou une surcharge par exemple. Et du coup, bah voilà, on va analyser vraiment les ogives, les surcharges également toxiniques, donc les pigmentations en plus qui vont venir sur l'œil. Voilà, il y a plein de petits signes qu'on va observer. Et puis à la fin, on fait un petit résumé. On pose également des questions à la personne parce que c'est pas de l'instant T, c'est pas du présent. Ce qu'on peut voir, ça peut dater d'il y a 10 ans, comme ça peut voilà, être quelque chose qui est d'actualité. Est-ce que on vient te voir? Est-ce que tu peux passer voir un client? Comment ça se passe par rapport à tes... Alors effectivement, donc j'ai ce cabinet dans lequel je peux recevoir justement des personnes, mais je travaille aussi beaucoup en consultation à domicile, donc que ce soit pour la naturopathie, pour le massage, mais également pour le yoga sur Paris intramuros et proches banlieues, et pour les personnes justement qui sont très très loin, donc je propose aussi des accompagnements en naturopathie justement à distance. Donc sur internet, par Skype notamment, donc on travaille aussi là-dessus. Donc d'ailleurs j'ai eu l'occasion de voir sur ton compte Instagram, parce que tu as un compte Instagram que tu fais du yoga pour des entreprises. Exact. Donc ce sera une autre occasion pour faire une vidéo sur le yoga. Avec grand plaisir. Alors quel a été ton chemin justement par rapport à ça? Tout est parti de la naturopathie en fait. C'est-à-dire que on partage, et on l'a bien compris je pense tout à l'heure, mais qu'on partage la vision holistique du corps humain. Et en naturopathie, voilà, on accorde beaucoup d'importance justement au corps énergétique, émotionnel, mental et spirituel également. Et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le yoga et en Inde, et en médecine ayurvédique notamment. Et c'est vrai qu'en tant que naturo, on est amené à conseiller par exemple en psychorelaxation, des exercices de respiration en conscience, du massage, voilà, pas mal de techniques qui sont tirées vraiment des arts martiaux en Chine, mais également en Inde avec le yoga. Et en ce qui me concerne, j'ai voulu approfondir cet aspect-là, et le yoga notamment. Du coup, j'ai entrepris d'aller faire des études et me former en Inde justement directement. Et tu étais où en Inde? À Khajuraho, donc c'est dans le nord de l'Inde, c'est dans le Madhya Pradesh. Donc c'est à 3 heures de New Delhi dans le nord. D'accord. Et dans un ashram, donc une école traditionnelle. D'accord. Et tu as l'occasion de retourner ou... Alors non, depuis, ça fait un bon moment que j'ai pas été, mais effectivement, je compte y retourner. De toute façon, c'est tellement grand là, il y a tellement de choses à voir. C'est très grand, et je pense que moi aussi, de mon côté, il faut que j'y retourne parce que j'ai bien aimé ce séjour en Inde. Ah non, c'est vrai que c'est hyper enrichissant. Sinon, pour revenir à une dernière question, oui. C'est quoi pour toi les 3 piliers de la naturopathie? Alors, j'ajouterais un autre pilier. Les 4 piliers. Je dirais les 4 piliers. Donc, j'ai pu parler tout à l'heure de différentes techniques qu'on utilise en naturopathie. On en a 10 en moyenne. D'accord. Mais si on doit vraiment en garder 4 qui sont des piliers, donc c'est premièrement l'alimentation. Donc, comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Et ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc, l'alimentation. Deuxièmement, l'exercice physique. Donc là, je donne 3, mais en fait, on est à 2. Donc l'exercice physique, donc c'est vraiment quelque chose de primordial. Donc on a besoin de bouger. Le mouvement, c'est la vie. Donc à partir du moment où on reste, on ne bouge pas, on ne se dépense pas, c'est la pire chose pour vraiment... C'est la meilleure chose, c'est le meilleur moyen de vieillir très rapidement. Donc quand on bouge, quand on reste actif, donc c'est un bon moyen d'un point de vue physique, mais même pour notre cerveau, c'est essentiel. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas éviter en tant qu'être humain, donc c'est vraiment bouger au maximum. Troisièmement, c'est la psychorelaxation. Donc on parlait du corps et de la tête tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc trouver l'équilibre entre justement activité et repos. Et là, ça passe par différentes techniques. Tout ce qui vraiment nous parle en termes de relaxation, on peut y aller et se faire plaisir là-dessus. Et dernière chose, on parle d'hydrothérapie, donc c'est l'usage de l'eau dans ses diverses fonctions. Et le simple fait de boire une bonne eau, parce que l'eau c'est la vie, on est constitué à... Justement, tu dis que l'eau c'est la vie, mais il est arrivé d'entendre dire que l'eau n'a pas bon goût. L'eau n'a pas de goût.
Alors c'est une personne qui est habituée au soda qui dira Oui, ça. bah, justement. Voilà, exact. Bah, l'eau n'a pas de goût, c'est parce que la personne, son palais n'est pas habitué au goût de l'eau. En fait, malheureusement, son palais a été perverti par des goûts trop sucrés, trop acides, qui finalement surstimulent le cerveau. Le sucre va avoir un impact énorme sur le cerveau et du coup, forcément, si on met de l'eau à côté, il y a plus ce plaisir-là en fait. Il n'y a plus la réponse de bien-être qui est donnée avec le sucre. Donc, c'est vrai que cette personne m'a posé cette question, mais je ne savais pas quoi répondre parce que l'eau. En fait, c'est pas que l'eau n'a pas de goût, c'est que l'eau a un goût, mais c'est juste que... L'eau est neutre. Voilà, l'eau est neutre, mais l'eau est très bonne en fait. C'est juste qu'on n'est pas habitué, c'est tout. Mais effectivement, le dernier pilier, ça serait vraiment le simple fait de boire une bonne eau qui est adaptée, donc une eau qui est peu chargée en minéraux. Parce que l'eau est bonne, non pas parce qu'elle apporte, mais parce qu'elle emporte. Ça va être vraiment le support pour éliminer nos déchets. Justement, on parlait d'acidité, mais que ce soit les résidus médicamenteux, que ce soit les polluants, les métaux lourds, tout ça, ça doit être éliminé à la fois dans les selles, mais aussi dans les urines. Et du coup, voilà, l'eau, c'est essentiel. Et puis, il y a différentes techniques, que ce soit le sauna, le hammam, tout ça, ça fait partie de l'hydrothérapie. Et tout ça, ça va venir vraiment stimuler notre bien-être et ça va préserver notre vitalité. Donc vraiment alimentation, exercice physique, psychorelaxation et hydrothérapie. Donc ça, c'est vraiment les 4 piliers de la naturopathie. Ok, bon, écoute, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, avec grand plaisir.